Tout de suite là maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue, on est du coup toujours en direct du DevFest de Strasbourg et on vient de manger. Il reste plein de restes de manger derrière nous. Exactement, mais c'est le reste que personne ne veut. Et t'as mangé quoi toi, Jérôme? J'ai réussi à choper 3 petits trucs au saumon et je pense que c'est ce qui va me rester dans la journée. Si tu veux, j'ai du pain et du fromage. Oh, ça me va largement. Et rafale de sub, je pense que Lior vient de passer sur le stream. Merci Lior. Raconte-moi du coup, est-ce que tu donnes une conférence aujourd'hui ou pas? Alors non, je ne donne pas de conférence aujourd'hui. Il y aurait potentiellement quelque chose qui arrive pour les prochaines éditions. Ok. Mais ça, c'est en discussion encore. Est-ce que tu as participé aux éditions précédentes? J'ai participé à celle de 2019. Ah, donc avant le Covid. Exactement, je viens de cette période-là. Est-ce que c'était dans le même lieu? C'était ici, effectivement. Ici? Ouais. Est-ce que tu trouves pas que le salon est vachement mieux cette année? Bah, en vrai, ouais, il est grave cool. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un peu plus aéré, même mieux géré et tout. Ça donne vraiment envie d'y être. Ouais. Et même la qualité des intervenants, nickel. Rien à redire. T'as vu quoi comme conférence depuis ce matin? Là, pour l'instant, vu que du coup, je suis essentiellement sur le stand de Widoo, j'ai quand même pu faire les 2 confs ce matin. Un sur donc du coup la recherche de l'IA avec l'IA pour la santé, effectivement. Visible Passion. Exactement. Ouais, c'est ça, effectivement. Et qui était vraiment très intéressante, avec des questions, même des questions éthiques, si on peut dire, qui étaient à soulever. C'était pas mal. Et la deuxième c'est sur la génération d'images avec Dali, Midjourney, ce genre de choses. C'était Olivier de Microsoft? Oui. Ah, ok, cool. Est-ce qu'il est sympa, Olivier de Microsoft? Alors, j'ai pas encore pu parler avec lui, mais on le voit, on se dit qu'il est sympa. Même là, et en vrai, il est pas avare de propos. Oui, c'est vrai. Ok, c'est cool. C'est quoi Widoo et tu fais quoi chez Widoo? Alors, Widoo, c'est une USN. En fait, on va synthétiser, c'est assez simple. Il y a des clients qui ont des problèmes, ils viennent chez nous et on leur fait OK, nous, on a des solutions. Donc, on s'en fout de la stack, nous, on vous fait ce qu'il faut. Vous êtes combien aujourd'hui? Vous êtes principalement à Strasbourg ou pas? On est national, donc du coup, on a une très grosse équipe Paris, on est sur Nantes, on est sur Strasbourg, on est sur Lyon aussi. Ok. Et donc, du coup, Strasbourg est une bonne équipe qui est en train de se former. Est-ce que c'est quoi la place de la position de l'agence dans le réseau Widoo, de l'agence de Strasbourg? Est-ce que vous êtes une des plus petites, une des plus grosses, une des plus récentes, une des plus anciennes? On est... ça, c'est une bonne question. Non, on va dire que historiquement, c'est essentiellement celle de Paris qui est la plus grosse, effectivement. Logique. Mais pas forcément. Oui, pas forcément. Il y a des ESN strasbourgeoises ou dans l'Est, où ils sont plus gros dans l'Est. Ils sont un peu plus gros, effectivement. Mais non, pour le coup, effectivement, c'est en structuration depuis quelques temps et là, on commence à vraiment bien grandir sur Strasbourg. Ok, et toi, à quel moment tu rejoins Widoo? Simple, il y a 1 mois et demi. Et 1 mois et demi, tu faisais quoi avant? Avant, j'étais dans une agence web sur Strasbourg aussi. Et avant, t'as fait agence web directement après l'école? Ouais. Ok. En quoi ton job il a changé en arrivant chez Widoo du coup? Les types de projets. On va dire qu'avant, j'étais effectivement sur essentiellement des projets, des sites vitrines, des sites e-commerce. Ouais. À la rigueur, quelques autres petits projets à côté, genre des intranets, extranets, ce genre de choses. Même des petits jeux 2D pour des concours, pour des clients. Là, c'est vraiment... Là, actuellement, je suis sur un projet, on va dire, d'une ampleur déjà un peu plus importante, avec déjà du cloud, des structures beaucoup plus véloces. Alors, c'est parce que c'est de l'informatique de gestion ou est-ce que c'est de l'informatique industrielle sur laquelle tu travailles? Informatique industrielle essentiellement. Ouais. Effectivement. C'est la partie sur laquelle je suis, mais après forcément on a plein d'autres projets. Donc, Est-ce que l'informatique industrielle c'est un truc strasbourgeois en particulier quoi? En vrai, je pense que oui. Parce que j'en ai autant parlé qu'aujourd'hui. Ah, sérieux à ce point-là? Ouais. Je pense qu'il y a vraiment... Je pense qu'il y a un gros essor en fait à Strasbourg sur toutes ces questions-là, effectivement d'industriel, et qu'en fait on a des devs avec une vraie expertise qui sont là et qui en fait ils veulent y arriver, ils veulent donner et ils veulent montrer en fait que en fait nous aussi on sait faire. Pire un terrain de jeu. C'est de quoi faire. Vraiment genre oui, effectivement. Après
on aime se faire plaisir, donc en fait, on utilise des stacks et on regarde juste les trucs et on se dit, en fait, on peut faire ça, go, en fait, on le fait, en fait. Et c'est ça que j'aime bien ici. C'est que tu arrives, tu es sur Strasbourg, c'est ça. On a envie de faire un truc, on le fait et c'est super maniable, on le fait très rapidement. C'est pour ça qu'il y a aussi des conférences comme celle-là. Hein. Non, mais, en fait, c'est aussi important de faire savoir ou de dire qu'à Strasbourg, il n'y a pas que la banque, quoi. Oui, effectivement. Qui n'est pas partenaire de ils sont partenaires ou pas la banque? Est-ce qu'on peut leur dire, leur nom du coup? On n'a pas le droit. Il faut en noter 3 d'abord, c'est ça? Non, on n'est pas là. On est sur Twitch, alors on fait ce qu'on veut, mais juste je veux être sûr avant. C'est incroyable. Non, ils ne sont pas partenaires. Non, voilà. Donc du coup, voilà, une banque, voilà. Ouais, c'est ça. On va dire qu'il n'y a pas que du secteur bancaire à Strasbourg. Non, clairement pas. Non, vraiment, il y a vraiment de. Parce que tu vois, par exemple, en termes de métropole, par exemple, Toulouse, c'est aussi mono-industrie, tu vois. Mais c'est faux de croire que Strasbourg, c'est mono-industrie, parce qu'il y a de l'indus, et l'indus, c'est pas. Oui, voilà. Ça regroupe tellement de choses, c'est tellement large que oui, c'est compliqué. Ok. C'est cool. Toi, tu vivrais dans une autre ville en France ou tu as vécu avant en dehors de Strasbourg ou pas? Non, je vais être franc, je n'ai vécu à aucune autre ville. Je viens là-bas, je viens d'un petit village à côté. C'est pas donc je suis resté sur. Un petit village, mais quand même dans le Bas-Rhin ou pas? Oui. Gerstheim, c'est pas très voilà. Mais du coup, voilà, je suis resté essentiellement sur Strasbourg. Forcément, j'ai plus d'autres choses. Pourquoi tout le monde me parle de Schiltigheim depuis ce matin aussi? Schiltigheim, non, Schiltigheim, c'est très bien. En fait, c'est très simple. Je pense qu'il y a une raison à ça. Pourquoi Schiltigheim? C'est que en fait, il y a Strasbourg qui est devenu, on va dire, entre guillemets, assez en vogue d'un point de vue, logement. Et en fait, il y a juste accolé Schiltigheim qui, en fait, c'est vraiment voilà, en fait, c'était accolé. Tu as la ville qui est vraiment juste à côté. Tu peux y aller sans souci, mais c'est un peu moins cher. Et donc, en fait, il y a un gros essor de logement et même industriel aussi. Alors, du coup, c'est quoi les secteurs où tu as pu travailler sur Strasbourg, toi? Depuis que. Ça fait combien de temps que tu travailles sur Strasbourg déjà? Ça fait 5 ans, 7 ans. 7 ans. C'est quoi les quartiers, les zones où tu as pu travailler sur Strasbourg? En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai vu que j'étais en agence avant. Je travaillais essentiellement au même endroit. Donc, j'étais pas. Du coup, elle était dans le centre? Elle était au centre. On était d'abord Neudorf, front Neudorf. Et après, elle avait switché du coup sur près de Gallia. Ok. C'est le centre, on va dire le centre. Et là, du coup, nous, chez Huidou, on est au Halles, donc juste à côté de la gare. Ok. Endroit forcément stratégique parce qu'en fait, on est près de la gare, mais on est vraiment au centre. Donc, du coup, on peut. T'as pu venir en tramway ce matin, du coup? Je viens en vélo. Je viens en vélo. Bah oui, forcément, Strasbourg, c'est le vélo. C'est vrai, mais non, c'est vrai que là, c'est une des tu fais tout en vélo, c'est simple. C'est une des seules gares de France où il y a autant de vélos devant. Ah ouais, sérieux? Franchement, j'ai l'impression d'être. Même en Belgique, il n'y en a pas autant de vélos. Sérieux? Ok, d'accord. C'est vrai que c'est bien desservi et en plus, c'est une ville à taille humaine. Donc en fait, en vélo, tu fais tout à 10 minutes. 10-15, allez, imaginons. Si tu es vraiment très très loin dans Strasbourg, tu vas mettre plus de temps, mais en fait, tu fais tout en vélo ou en tram. Du coup, c'est cool. Tu n'as pas besoin de bouger. Vraiment, genre, en plus, vu qu'une bonne partie, là, je parle vraiment en tant que. Quand tu dis à Strasbourg, tu fais tout à vélo, aller à Schiltigheim, c'est dedans ou pas? Tu peux, oui, tu le fais à vélo aussi, c'est pas un souci. Tu peux le faire en voiture, mais même pas. Ah oui, en vélo, ouais. 15-20 minutes. Allez, à tout casser. Ok, cool. Voilà. Mais comme dit, oui, après, en industriel, il y a tellement de choses, genre. C'est quoi ta liste de Père Noël quand tu parles avec. T'as un commercial, un manager qui t'aide à trouver des projets ou pas? Oui, essentiellement, oui. C'est quoi ta liste de Noël que tu te donnes? C'est genre la liste au Père Noël que tu fais, c'est quoi? En termes d'entreprise ou en termes de stack Je sais pas comment tu la formules, ouais, ça peut être de la stack, ça peut être du projet, de l'industrie. C'est genre, quand tu dis à 6 mois, 3 ans, j'ai envie d'avoir fait ça ou j'aimerais avoir l'opportunité de faire ça, c'est quoi cette liste de Père Noël, tu vois? Comment dire? En fait, ce qu'il y a, c'est que, pour être un peu plus précis, l'idée, c'est que moi, personnellement, on a en fait un petit peu la chance de pouvoir faire ce qu'on a envie. Et si on a avec notre expertise, on est d'accord. Genre, par exemple, si tout d'un coup, tu es là et en fait, tu as une expertise dans, je sais pas, Electron.js, du coup, une stack pour faire des applications desktop, mais avec du Node, du JavaScript, HTML, CSS. Ouais. On peut porter n'importe quel web app. N'importe quel web app, exactement. Si du coup, tu sais en faire, tu commences à avoir une expertise et tu te dis, je peux le produire pour un client sans aucun souci avec toutes les questions de sécurité qui va avec. Ok, tu en parles à ton manager et ton manager il te fait
go. Donc du coup, tu lui donnes ta liste de Père Noël. Ok. Et c'est lui qui va faire, ok, bah, j'ai des clients pour toi potentiellement. J'ai discuté avec des gens, effectivement, ça pourrait rentrer dans le cahier des charges. Ok, donc, ouais. Et donc, toi, ta conversation commence par Electron.js pour toi? Pardon? Et donc, toi, ta liste au Père Noël, elle commence par aller faire du Electron.js? Alors, oui, effectivement, j'aime beaucoup Electron.js. J'aime bien l'écosystème JS, effectivement. Mais du coup, c'est pas là-dessus sur lequel je suis en ce moment. Je suis plus sur du Angular avant-dernière version La du Node 14, la avec. nouvelle? Non, c'est du 12. C'est du 12. Mais après, c'est parce que aussi, c'est un projet un peu titanesque. Donc, du coup, on va pas faire une mise à jour majeure comme ça sans Ouais, parce que je pense que test l'avant-dernière, unitaire. c'est la 12 et la 14 et la 13 n'existe pas. La 13, elle est entre deux, quoi. Ok, c'est possible. Je C'est crois. possible. Ouais, je suis pas expert, moi. Mais du coup, voilà, effectivement, il y a toutes ces questions-là. Et jouer, du coup, avec toutes les libs. D'ailleurs, j'ai découvert quoi J'ai découvert hier qu'il y a une grosse lib euh, qui est très utilisée pour manipuler les dates, parce que du coup, c'est une application. Ouais. On n'utilise plus le Moment. Si? Et bah voilà, en fait, Tu utilises Moment? effectivement, j'utilisais encore Moment. C'était l'un des trucs qui était utilisé sur le projet. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est Luxon. Ouais, je sais. Ben, moi, la dernière fois, j'avais utilisé Moment. Et puis après, j'ai su qu'à un moment, les gens ont arrêté de utiliser Moment. Ouais. C'est ça. Et en fait, littéralement, sur Moment.js, en haut à droite, il y a marqué pourquoi vous utilisez encore Moment. Ouais. Donc, il y a quelqu'un dans le chat, Double Dash, qui dit Day.js. Toi, tu parles de Luxon, c'est ça? moi, je parle de. Alors, effectivement, je parle de Luxon parce qu'en fait, dans Moment, ils ont une page où ils disent pourquoi vous utilisez Moment. C'est une vieille architecture, on va pas les mettre à jour. Utilisez Luxon plutôt. Ouais, ils s'autodéprécient, quoi. Voilà, exactement. Ils disent. Voilà. Et de l'autre côté, ils donnent d'autres alternatives. J'ai vu effectivement sur Twitter les dernières news que Day.js marche très bien. J'ai cru comprendre que c'est genre. C'est très léger de ce que j'ai compris. Et ça a l'air vraiment pas mal d'un point de vue perf, même utilisabilité. Est-ce qu'il fait autant que Luxon? J'avoue que j'ai pas encore benchmarké tout ça. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des retours dans le chat, ça, je veux bien. Pour Moment User. Ah, déjà, c'est Oui, voilà. l'immutabilité en premier. C'est ça. Mais effectivement, ils ont raison. Ils expliquent dans leur article sur leur site que, en fait, ils sont là et en fait, à la base, le web, quand ils ont commencé, c'était en 2011, si je dis pas de bêtises. Bah, gérer les dates, il y a deux choses qui sont horribles dans l'IT, c'est la gestion des dates avec les time zones et le cache. Et le pire, c'est les dates dans du cache. Non, mais en fait, parce que j'ai déjà eu le sujet, j'ai fait avec Moment des choses, c'est de calculer par exemple dans un agenda si tu veux réserver de telle date à telle date, et tu sais que le truc est ouvert sur le calendrier, combien d'heures ça consomme. Oui. Et je l'ai fait avec Moment, et c'est vrai que c'est un bordel parce que comme l'objet est mutable. Bah, c'est ça en fait. Ouais, et donc, justement, c'est l'un des problèmes. Genre là, j'ai dû faire par exemple, imaginons, j'ai pris deux fois, j'ai une date de début, une date de fin. C'est la date de maintenant les deux. La première date de début, je lui fais soustrait 6 mois. Et après, je fais prends les deux dates et tu me donnes la différence et il me fait 6 mois, 1 jour et 1 heure. Ça n'a aucun sens. Et donc, c'est là qu'on s'est dit OK, il y a un benchmark à faire. Et effectivement, Luxon le fait très bien. Et le bug était corrigé sur Luxon. Là, tu vois, ils disent pour l'instant, Luxon et Moment vivent encore ensemble parce que visiblement, il y a des choses des choses de Moment qui sont, enfin, des choses de Luxon ne sont pas supportées sur tous les navigateurs, quoi. C'est ça. Sauf quand tu as une architecture qui est basée que sur les dates et les timestamps et les time zones, bah, en fait, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, potentiellement intéressant de décorréler un petit peu le code des libs. Donc, changer son architecture, plus pour avoir un truc genre, je ne vais pas utiliser Moment quand je veux gérer les dates. Mon application ne veut pas utiliser Moment. Il va utiliser une interface qui, lui, utilise Moment. Donc, si je veux ma date, je vais instancier une classe qui, elle, va avoir le truc Moment. Mais ce qu'il y a, c'est que toi, tu utilises ton interface. Et de l'autre côté, tu vas utiliser que des fonctions que tu auras créées, des fonctions interface. Et le jour où, en fait, on te dit Moment, bah, c'est terminé, c'est déprécié, tout ça, bah, tu fais OK, tu prends autre chose et tu changes toute ton interface avec Luxon. Mais vu tout centralisé dans un truc, donc du coup, tu as tout remis en Luxon, mais du coup, tu n'as pas besoin de changer les 2600 fichiers de ton application. Ouais, donc l'idée, c'est d'avoir une dépendance envers Moment où Luxon à un seul endroit dans ton Exactement. application.
Et alors, Day.js, il dit que c'est très minimaliste. Oui, voilà, c'est ce que j'ai pu voir. Alors, bah, en On soi, est en train de regarder minimaliste, Day.js, c'est ouais. pas si mal que ça, j'ai envie de dire. Après, tout dépend du projet. En fait, je pars d'une philosophie que c'est pas la stack qui te dit comment va aller le projet, c'est le projet qui va définir la stack. Genre, on va pas faire un site vitrine en C, ça n'a aucun sens. Et on a vu des gens le faire. Et on a vu des gens le faire. Ils sont encore en train de le faire. Ils sont encore chez eux. On les attend. Non, il y a des trucs en production, genre si tu as utilisé par exemple Oui, effectivement, j'imagine. Bah, après, de l'autre côté, ça doit être hyper perf. Hein. Ça, je dis pas. Non, c'est un truc de sysadmin, quoi. Mais si tu as déjà utilisé par exemple le e-commerce de OVH back in the day, ok, d'accord. C'était du CGI BIN, ouais. Ok. En vrai, voilà. C'est justement ce que je voulais dire. C'est que dans ce sens-là, effectivement, le projet amène la stack. Là, c'est un projet de cette envergure-là. Donc, du coup, ça se tient. Non, mais en fait, j'ai même envie de te dire, en fait, si tu veux, genre, ils n'avaient pas les meilleurs ingénieurs pour faire du JavaScript, mais ils avaient les meilleurs ingénieurs pour faire du CGI. Parce que c'est les mêmes ingénieurs qui font du. Enfin, c'est les ingénieurs, du coup, qui font les systèmes de. Oui, effectivement. Bon, en fait, j'ai même envie de te dire. Donc, c'est les ressources internes qui font comment. C'est ça. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est pas déraisonnable, tu vois. Genre, le site marche aussi bien que ce soit fait en CGI qu'en Symfony, tu vois. Oui. Et si tu as des gens qui sont compétents sur CGI, vaut mieux le faire avec CGI. Tu vois. Alors, ça, en soi, je comprends tout à fait. C'est tout à fait normal. Le résultat pour le client est le même. Hein. Exactement. De l'autre côté, genre, si tu as les compétences pour le faire au Java et que tu as les bonnes compétences pour le faire et que tu n'as pas d'autres compétences, mais que ça marche, go. Ouais. On est d'accord. Ouais. Je vais pas dire. Bah, après, ça serait débile de se dire genre. Après, ça devient un bordel de recruter. Quoi. Hein après, ça devient un bordel de recruter. Oui, voilà. Et après, il faut recruter et tout. Faut lui offrir le starter pack. Faut lui... mais oui, bien sûr. Roller Coaster Tycoon était fait en assembleur. Exactement. 99% de Roller Coaster Tycoon a été fait en assembleur. C'est pour ça qu'on peut dézoomer autant et avoir une gestion des ressources aussi fat. Le premier, genre le tout premier, effectivement. Bah, premier, je sais pas si le 2 était aussi en assembleur, mais au moins le premier. Non, mais c'est clair que par rapport à des jeux qui sont codés sur Java, quoi. Tu l'as, genre là? Ouais, exactement. J'ai des heures sur celui-là. Oh là là, qu'est-ce que je m'éclatais à faire juste la déco. En vrai, moi, je m'éclatais à faire les décos et mes coasters. C'est le premier, ça. Ouais, ça, c'était beau, ça. En plus, ouais, voilà, maintenant, il y a la version de luxe où tu peux t'éclater, mais du coup, à le faire tourner, je crois qu'il est même sur téléphone, le 1. Après, Ou alors, il y avait le plaisir sur Tycoon de genre, il y avait un gamin qui achetait un ballon et tu pouvais cliquer sur le ballon pour qu'il explose. Ça, c'était génial. Ouais. Ok, c'est cool. On va avoir en prochain invité, la régie me dit, Blue Mind qui passe dans une dizaine de minutes. Okay, cool. Est-ce que vous avez des dernières questions pour... J'ai perdu ton prénom. Jérôme. Déjà, si vous avez des dernières questions pour Jérôme, puis Jérôme, est-ce que tu as une tribune, il y a un truc que tu veux aborder, de quoi tu voudrais parler absolument? Ah oui, ah bah si, tiens, allez, une chose déjà, arrêtons de nous faire la guerre des stacks. La guerre des stacks. PHP c'est de la merde, JS c'est nul, oulala, tu fais... On va couper juste ça au montage. On va juste couper genre, hein, c'est de la merde. Très bien. Oui, arrêtons avec ça. On a chacun nos stacks, ces trucs, on sait les faire. Au final, ça marche. Ton propos, c'est tant que ça marche à la fin? Alors, ouais, d'une certaine manière, oui. Alors que ça marche au mieux. Après, tout voir aussi, genre, d'un point de vue client. Faut voir aussi, en fait, tout est selon le projet. Si le client arrive avec certaines deadlines, qu'un prix est fixé et qu'en fait, on peut se permettre, go. Si jamais on doit faire des coupes quelque part, on le fait, c'est pas un souci. Mais du coup, c'est à prendre en compte. Après, rien n'oublie qu'on peut faire de la TMA derrière, qu'on peut parler en mode Scrum Master. Donc du coup, en fait, c'est que de l'incrémentation, on continue l'application fur et à mesure. Par exemple, je vais te montrer un truc. C'est un peu un use case. Attends, d'abord j'ouvre l'onglet et ensuite je te le montre. Alors là, tac, on va aller sur voilà. E-commerce. Ok.
Ok, c'est un e-commerce. Use case du e-commerce. Partage d'écran, onglet, Pandacula. Et en fait, tu vois, je me dis, tu vois, il y a un truc qui est assez mignon ici. Là. Alors, attends, vas-y, déconnexion, là. Quand tu te connectes, il y a ce panda-là. Regarde, attends. Les yeux. Il te suit. Ouais, bah voilà. Quand tu tapes et tout, il te suit. Regarde, Voilà. il me regarde Il taper. suit le truc. Oh il là me là. regarde taper. Et si je vais pour valider, il est content ou pas? Oh là là. Cache les yeux quand je tape le mot de passe. Ça me fait penser au stress Mailchimp de Mailchimp. Mailchimp avait ce même truc, ce design pattern où en fait, du coup, Mailchimp t'envoie une newsletter littéralement à 20 millions de personnes, imaginons. Bah en fait, genre t'es toujours un peu stressé. Donc du coup, ils avaient mis un design pattern d'un point de vue design avec leur personnage, leur avatar qui fait genre il y avait le dernier bouton pour envoyer, c'était genre l'animal qui tremblait, genre est-ce que t'es sûr, genre est-ce que t'as bien revérifié tout avant pour être sûr de pas envoyer newsletter test. Et là, du coup, tu vois, c'est quand on parlait de moyens, tu vois, en fait, genre quand même, enfin, ils auraient pu faire moins cher, quoi. Mais non, mais en même temps. Moins cher, qu'est-ce que tu veux dire? Bah franchement, là, il y a quelqu'un qui a dû passer du temps quand même. Tu vois, ils auraient pu juste mettre un panda fixe, ça aurait été plus vite en production. Et en fait, je me dis, tu vois, s'ils avaient fait moins cher, les utilisateurs, ils auraient été moins heureux. Genre, j'aurais pas envie de te le montrer maintenant. Bah, après, de l'autre côté, je pense que c'est le côté, c'est le côté fun du truc. Genre, ok, parce que ça n'a aucune utilité. Mais, genre, d'un point de vue utilisation, ça n'a pas d'utilité. En fait, si, en termes de business, peut-être que si, parce que. Alors, ça, oui. Parce que du coup, je t'en ai parlé. Utilité design. Mais est-ce que du coup, les gens sont plus enclins à dépenser plus d'argent parce qu'il y a le panda qui est rigolo, tu vois? Et en fait, c'est ça la question, tu vois, c'est que on veut à la fin, pourvu que ça marche, dans un certain budget. Et en fait, des fois, je trouve que ça vaut le coup de mettre sur du budget, sur des features sur des trucs qui sont même pas des features, parce que ça rend les gens heureux, tu vois. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que tu crées ce genre de choses pour créer de l'engagement. Donc, en fait, tu le connais happiness du produit, en fait, du produit, donc du coup de la marque, ainsi de suite, tout ce qui est régi. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est mieux et c'est plus pérenne, d'après moi, qu'un projet transpire la qualité que le fun. Alors que je pense que, comme tu le dis, effectivement, c'est mieux de payer pour des fonctionnalités qui marchent bien et de passer du temps là-dessus que faire que des trucs fun à côté. Tu sais qu'il y a des applications qui sont volontairement moches. Ouais, tu penses à quoi? Le Bon Coin. À quoi? Le Bon Coin. Et le Bon Coin est volontairement moche pour que tu aies l'impression que tu achètes des trucs pas chers. Alors oui, c'est vrai, oui, effectivement. Parce que si c'était brandé comme du LVMH, tu te dirais pas, je suis en train de faire une bonne affaire. Je suis d'accord. Mais après, il y a des questions, même des questions, genre par exemple, effectivement, le orange, genre par exemple dans leur charte, et c'est tout à fait exactement avec ce que tu dis. Pourquoi ils utilisent le orange dans leur logo, Le Bon Coin? Le orange, c'est pas non plus le jaune du discounter, tu vois. Exactement. En fait, si. En vrai, c'est le truc du discount. Chose à savoir, c'est que d'un point de vue historique, sur le truc balance des couleurs, enfin l'achat des couleurs, quand il y a eu des grosses crises aux États-Unis, en fait, l'un des pigments qui était le moins cher en fait à l'achat, c'était l'orange. Et donc en fait, dès que les boutiques voulaient faire des soldes, des trucs du genre, du coup, vu qu'ils étaient en liquidation, ils essayaient des trucs. En fait, ils utilisaient le pigment le moins cher. Donc du coup, dans l'inconscient collectif, le orange, c'est cheap, c'est discount. D'où EasyJet. Ici aussi. Donc le Bon Coin va totalement dans l'ensemble. Donc autant je suis d'accord sur c'est pas beau, mais en fait c'est très utile et c'est pas si moche que ça, je pense. L'important c'est que ce soit cohérent pour l'utilisateur et que l'utilisateur il retrouve ce qu'il recherche, quoi. Si l'utilisateur il cherche un truc pas cher, il vient là, il trouve un truc pas cher et il est content. Je trouve que c'est l'une des forces de. Alors en plus c'est une comparaison totalement française, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est la force entre Le Bon Coin et eBay par exemple. T'as déjà essayé d'acheter un truc sur eBay entre des gens qui font des fiches description de l'enfer? Tu sais pas en fait s'ils vendent 1 milliard de choses. C'est vraiment très compliqué à comprendre parce qu'ils vendent ça aussi. Le concurrent américain de Le Bon Coin, c'est pas eBay, c'est Craigslist. Ok, d'accord. T'as déjà vu Craigslist ou pas, comment c'est moche? Parce que Craigslist, pour le coup, c'est très très moche. À ce point-là? Craigslist, c'est un site d'annonce. Dallas Craigslist. Ah oui, ouais, d'accord. On est en fait sur Internet Explorer 6. Non, mais. Je savais pas qu'il y avait autant de choses sur Craigslist. Je sais pas. On peut regarder par ville. Après, de l'autre côté, genre, même si en parlant d'IT, en fait, genre, on entend souvent parler du truc genre
Ouais, les Français en IT, ils arrivent jamais à faire un truc international, Moi, quand tout j'étais au ça, tout ça. Québec, on allait sur Kijiji. Mais en fait, le truc, c'est que littéralement, c'est que eux, ils doivent faire des interfaces pour les États-Unis. Je sais pas combien de millions d'habitants, enfin, genre des centaines de millions. En fait, alors que nous, en fait, on est tout petit. C'est normal, on parle pas aux mêmes cibles. l'entrée, le fait qu'on soit sur une entrée où on choisit des villes, alors Saguenay, Lac-Saint-Jean, à par exemple, ça c'est très Le lac SEO Saint-Jean, on friendly, vous quoi. aime les Québécois. C'est quoi? T'es déjà allé au Lac-Saint-Jean, toi? Ah, bien sûr, c'est magnifique. C'est magnifique. Et bonjour à Laval. Et moi, du coup, j'ai vécu à Kijiji, enfin à Kijiji, à Chicoutimi, et j'ai acheté ma voiture sur Kijiji. Ok. Et je me rappelle qu'en fait, genre, je suis allé demander aux gens, vous allez où pour acheter des voitures? Puis Kijiji qui revenait tout le temps. Auto et camion sur Kijiji. Ah putain, ils ont un Mais le site site est vraiment pas mal. Bah ouais, ils ont un peu modernisé, je vois. Kijiji, C'est un peu propre. modernisé, quoi. Mais après, Le Bon Coin aussi, hein, ils font des choses modernes aujourd'hui. Mais en fait, ouais, c'est ça. Mais regarde, c'est parce que c'est le Kijiji Auto, je trouve que là, du coup, dans le look and feel, il ressemble plus au Aramis Auto, pour le coup. Je veux bien revoir, ça me dit vaguement quelque chose. Mais, ouais, il y a. Aramis Auto, ils ont un peu cette idée que tu achètes une voiture à Aramis Auto et pas juste une voiture d'occasion. Oui, alors même que de ce que je me souviens, ils font littéralement venir les voitures en concession où ils vont mettre leurs plaques. Aramis Auto, c'est pas un truc comme ça. Alors, donc ils ont des photos méga, ouais, ils ont des photos méga propres alors que c'est des photos, c'est des voitures d'occasion. C'est pas Le Bon Coin. Mais c'est ça. Et donc, tu vois, il y a un peu ce look and feel qui est un petit peu plus glossy, un petit peu plus classe, parce que tu achètes quand même des bagnoles à 20 000 balles, quoi. Et du coup, je trouve que c'est très propre. Ça donne, alors ça engage la marque en disant, ok, on les a. C'est pas juste d'un point de vue engagement. C'est pas genre vous allez acheter une voiture d'occasion. C'est vous allez acheter une voiture d'occasion où on a fait des révisions derrière limite. Ça se trouve c'est pas vrai du tout. Je dis potentiellement n'importe quoi. Mais d'un point de vue inconscient collectif, tu dis ah ils se sont fait chier à prendre des photos derrière et tout. Ah c'est qu'ils ont peut-être fait des trucs qu'on sait pas. Il y a peut-être une qualité derrière. C'est pas une vieille photo éclatée d'un coin d'une voiture où on a juste fait en sorte de ne pas montrer la rayure qui est derrière, quoi. Bon, on va faire une pause. Enfin, moi, j'ai besoin d'une pause. On reçoit Blue Mind tout à l'heure. Restez connectés. À bientôt. Au revoir. Hop. Et je vais lancer, bien sûr,